Maintenant, nous allons passer à la table ronde suivante qui pose une question clé pour à peu près tout le monde, je pense. C'est comment on va améliorer là où les valeurs ajoutées qu'on peut amener à nos clients et aussi, il faut être honnête, à notre bilan en bas à droite à la fin de l'année. Donc j'appelle Alain Dosière, Jérôme Cabanès, Pierre Rouxel. Donc messieurs, bienvenue. On voit qu'on est globalement, mondialement, dans une situation pour l'industrie de la mode et du textile qui est assez disparate, on va dire les choses comme ça. Certains vont très bien, grandissent à une vitesse incroyable, parce que Amazon dans la mode, il y a 5 ans, ça n'existait pas. Voilà, il faut s'en rappeler aussi des fois. D'autres ont des problèmes. Plus de 10 000 points de vente vont fermer aux États-Unis cette année. Donc, forcément, il y a des questions qui se posent sur nos business models, qu'ils soient des business models de fabricants ou des business models de détaillants. Là, on va plutôt s'intéresser aux détails dans cette table ronde. Et donc, on a eu envie de vous demander de venir partager avec nous sur cette question assez cruciale. Comment on va faire collectivement pour améliorer nos rentabilités dans la filière mode et textile? Comment on va savoir mieux faire ce que nos clients veulent en continu et grandir? Donc, peut-être je vous laisse vous présenter très rapidement et puis on s'attaque directement au sujet. Bonjour, donc Olivier Paul, responsable des achats chez Tape à l'œil et en même temps aussi du modélisme et de la qualité. Bonjour à tous, je suis Jérôme Cabanès, directeur commercial de Centric Software, une société américaine de la Silicon Valley qui essaye ou qui aide au quotidien les entreprises de la mode. On en parlera un peu plus après. Bonjour, Pierre Rouxel, je suis directeur des opérations chez Damar, qu'on ne présente pas. Directeur des opérations, c'est la logistique et la relation avec toutes nos clientes. Bonjour, Alain Dosière, responsable sourcing chez Pimkis, qui inclut les bureaux à l'étranger, la qualité, la RSE et le modélisme. Alors, question 1. Alors moi, je vais poser quelques questions, mais après, je compte vraiment sur vous pour aussi m'aider. On a la chance d'avoir une palette d'experts très costaud devant nous, donc on va essayer de les cuisiner un peu pour comprendre comment on peut s'améliorer. Donc la question numéro 1, c'est où sont les pistes d'amélioration aujourd'hui dans la chaîne de valeur? On a beaucoup, entre guillemets, utilisé les coûts, c'est-à-dire essayer d'acheter de moins en moins cher. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une limite? Et quelles sont les autres idées pour remettre de la valeur dans la chaîne de valeur de la mode, c'est-à-dire dans toutes les opérations qu'on fait, de la création à la commercialisation, où on peut retrouver de la valeur dans cette chaîne? Qui se lance? Alors, je ne vais pas être dans le très technique, mais on parle de produits de mode. Donc, je pense la première chose, c'est de rester fidèle à ses origines. On parlait d'une entreprise qui est née rue de la Blanche-Porte à Tourcoing. Moi, je viens d'une entreprise qui est née rue de Dammartin à Roubaix, dont l'ADN est autour d'une innovation qui a 60 ans, qui est le thermolactyle, qui a été souvent copiée, insuffisamment égalée. Eh ben, c'est de continuer à tirer ce fil-là, justement, à travers d'autres innovations autour d'un thermolactyle qui respecte l'hydratation. Et on continue continuellement à rester fidèle à ce qui est l'ADN de la marque Damar. Après, au-delà de la chaîne de coûts bien achetée, etc., je pense que
une valeur ajoutée forte pour nos clientes, qu'elles soient acheteuses en magasin, acheteuses traditionnellement par catalogue ou acheteuses de plus en plus sur Internet, c'est de faire en sorte que son achat soit un vrai plaisir et qu'elle ait envie de revenir. La notion de fidélisation, naturellement, aide à notre santé. Après, oui, il y a ce qui est plus technique sur les coulisses. Vous avez entendu parler, notamment pour ce qui trame autour de la logistique, de mécanisation. On a été les 3e en France à installer une technologie dite de pocket sorter. Pour les non-initiés, je vous invite à aller revoir avec vos enfants Monstres et compagnie, la scène où il y a toutes les portes qui... voilà, actuellement dans notre entrepôt, c'est un peu ça. Ça fait moins peur et en tout cas ça satisfait nos clientes parce que ça les permet de les livrer plus vite et pour nous ça nous permet de les livrer un peu moins cher. Et après, je pense qu'il y a une valeur ajoutée qui est peut-être moins perceptible aujourd'hui, mais on a la conviction, nous, que c'est un investissement d'avenir, c'est la valeur ajoutée, entre guillemets, humaine, qui sera perçue par la cliente. La façon dont alors certes, la façon dont l'entreprise se comporte avec ses fournisseurs, mais la façon dont les choses sont vécues en interne. On a vu des reportages à la télé il n'y a pas longtemps. C'est des choses qui, de plus en plus, vont se diffuser, se savoir, se connaître. On parle d'entreprise responsable. Je pense qu'un jour, le consommateur ne manquera pas d'être responsable également. Merci. Donc nous, on est dans la Silicon Valley. Du coup, je ne vais pas pouvoir mettre en avant l'ADN, on va dire, local, même si localement, on travaille avec un Tape à l'œil, un Happy Chic, un ID Kids Group, le nouveau nom. Mais du coup, l'ADN, il est plutôt Silicon Valley, donc technologie. Alors, je sais que l'innovation n'est pas exclusivement technologique, mais qu'aujourd'hui, quand on cherche à créer de la valeur, c'est un peu bête de passer à côté d'outils qui sont aujourd'hui bien réels. Et donc, nous, notre credo, c'est d'essayer de gérer le chaos créatif, l'anarchie que peut être une collection, et sur lequel il y a des vrais manques, enfin, il y a une vraie perte de valeur ajoutée, parce que, sans offense, certains travaillent encore avec les Flintstones, les pierres à feu. Donc au silex et à chauffer du bois et essayer de créer du feu, quoi. Aujourd'hui, le monde se divise en 2 catégories, le avant OK production, le après OK production. Une fois que vous avez pris votre décision, ou une fois que vous avez passé votre commande, votre engagement, c'est difficile de faire marche arrière. Votre produit, il n'est pas bon, il n'est pas dans les bons tons, dans la tendance. Au mieux, vous mettez ça en outlet, voire même mieux, vous brûlez votre stock, vous gagnerez peut-être plus d'argent en le brûlant. Donc l'idée, c'est vraiment de gérer toute cette collaboration initiale, toute cette valeur ajoutée que vous créez. Vous êtes certainement tous dans des entreprises avec beaucoup de talent, mais de copier-coller de l'Excel ou de faire de la spéléologie dans vos emails, ça ne va pas aider à amener votre produit plus rapidement sur le marché ou à, on va dire, sortir le bon produit au bon moment avec le bon niveau d'effort. Même si on se sacrifie, qu'on se tue à la tâche et que vous avez des employés ou des collaborateurs super dédiés, voilà, c'est un peu dommage de passer à côté de ce genre de technologie. Donc voilà, la valeur ajoutée pour nous, Centric Software, elle est vraiment sur le fait de pouvoir réellement gérer cette créativité qui est essentielle aux entreprises de mode, c'est le principe même, et de pouvoir capitaliser là-dessus et d'automatiser ce qui est automatisable pour sortir vraiment la quintessence sans pour autant tirer les coûts vers le bas. Vous parliez de cela au début. L'idée, c'est vraiment de faire ce qu'il faut faire au bon moment, avec la bonne énergie. Et je pense que la valeur ajoutée aujourd'hui, donc aujourd'hui, même si on travaille avec pas mal d'entreprises du coin, pas tout le monde a encore mon numéro de téléphone, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de regarder aujourd'hui la réalité technologique, la réalité humaine dans vos entreprises et savoir comment est-ce qu'on peut faire pour faire mieux. Et je pense que ça, c'est une des clés. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Voilà, je ne veux pas prendre trop de temps. Ouais.
Alors juste pour rebondir, en effet, on pourra après échanger sur en effet les gains qu'un outil, ce qu'on appelle un PLM, un Product Life Management, peut apporter dans justement les gains en réactivité et en efficacité autour du produit. Je pense qu'il y a déjà un premier point, c'est si on est avant, c'est la définition du produit avec le client. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, chacun des expériences de co-construction du produit avec la cliente. La seule chose, c'est que souvent la cliente vient avec ses idées, mais a du mal à se projeter, à voir le produit. Et moi, par exemple, les questions que je me pose aujourd'hui, c'est le fait d'apporter des outils 3D et de pouvoir tout de suite montrer à la cliente le résultat de sa réflexion et de lui faire valider est-ce que c'est bien ça que vous désirez. Ça pourrait être pas mal, parce que des fois, on a des retours où la cliente, tout compte fait, on a fait ce qu'elle a désiré, mais quand elle l'a vu, ben, c'était pas ça. Donc voilà, donc je pense que déjà, il y a certainement, avant, dans la définition de l'offre avec la cliente, un point sur cette valeur ajoutée où on pourrait mieux travailler. Et puis des fois, on définit, nous, une valeur ajoutée qui n'est pas celle qu'elle, tout compte fait, demandait. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième, bon, tu viens d'en parler, on pourra continuer après. Le dernier, je pense aussi, c'est aussi dans notre capacité à communiquer le produit. Et on retrouve sa disponibilité. C'est une des questions de la fin. En effet, aujourd'hui, le stock, la localisation du stock, c'est une chose. On travaille avec le web, on travaille avec des magasins. Comment on fait demain si notre stock web n'est plus disponible dans l'entrepôt? Comment demain, du stock en magasin peut être disponible pour l'Internet? Donc ça aussi, c'est une autre valeur ajoutée. Merci. J'aime bien passer en dernier, du coup je peux récupérer les idées de tout le monde. Moi je pense que la première chose dans la création de valeur, c'est avant tout à quoi on sert et qui on est. On est tous des marques, on est des enseignes, où on veut aller vers la notion de marque, mais finalement à quoi on sert pour notre clientèle, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on existe et c'est qui notre clientèle. À partir du moment, je pense, où on a bien défini ça, où on est clair sur ces sujets-là, tout ce qu'on va faire en amont, tout ce qu'on va faire en termes de création de produits, quels que soient les outils d'ailleurs, qui en est ou qui en est pas, c'est pas l'outil qui va répondre à la création de valeur. Ça va être un outil. Ça va nous permettre d'aller plus vite, d'être plus performant, d'être plus rationnel. Mais le propre d'une marque, c'est bien de savoir qui on habille, qui on vêtit, en tout cas pour les enseignes qui sont là, textiles. Et le premier sujet, pour moi, c'est vraiment ça, c'est la première création de valeur. Et j'ai été très frappé, la semaine dernière, j'étais en Chine, et j'ai eu la chance de passer chez Alibaba à Hangzhou. C'est impressionnant. Alors le business model est impressionnant, le résultat est impressionnant, 580 milliards de dollars de chiffre d'affaires généré, c'est monstrueux. Mais leur grande force finalement, c'est leur conviction qu'ils servent à quelque chose et qu'ils servent un client, et au-delà du client, qu'ils servent la population chinoise. Donc en fait, il y a un ADN qui est très fort. Et à partir de là, ils construisent tout le business model et ils construisent tout l'amont. Donc finalement, ce qu'ils construisent en amont, c'est beaucoup plus clair. Et ça s'impose d'évidence, c'est une évidence pour l'ensemble des équipes. Et je pense que ça, c'était vachement intéressant, parce que pour le coup, on est vraiment au cœur du sujet. C'est pourquoi une marque, à quoi on sert, et est-ce que demain une marque disparaît, à qui ça va manquer. Et une fois qu'on a répondu à ça, je pense que tout l'amont, c'est beaucoup plus simple. Alors j'ai posé une question qui n'était pas au programme, mais tant pis. C'est quoi les nouveaux outils pour mieux connaître ses clients aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on utilise de différent, de nouveau? Qu'est-ce qui permet de mieux les connaître? Une fois de plus, je ne sais pas si c'est l'outil, mais je vais vous donner un exemple très concret. Tout le monde connaît Grain de Malice, j'imagine ici. Tout le monde sait que Grain de Malice a eu quelques difficultés. Ils sont juste à côté, ils sont juste en face. Ils sont en train de s'en sortir. Et ils ont remis un fondamental, un basique métier, je dirais, au cœur des équipes de l'offre, des équipes de création. Ils ont pris des photos de leurs clientes et l'ensemble des photos sont dans les bureaux. Une styliste, le matin, quand elle vient, qu'elle arrive et qu'elle conçoit un produit, elle ne le conçoit pas pour elle, elle le conçoit pour sa cliente. Et c'est un outil tout con, parce qu'en fait, c'est une photo qu'on agrandit, qu'on met sur un pylône. Et c'est juste, on connaît sa cliente. Après, effectivement, un des enjeux qu'on a dans les années qui viennent ou les saisons qui viennent, on le sait bien, c'est arrêter d'acheter en masse, de mettre en magasin, puis de voir ce qui se passe. Ce qu'on fait tous plus ou moins. Hein. On est tous un peu entre guillemets des bourrins sur le sujet. On va tous commencer à livrer de la pièce à manche massivement à compter de mois août, à compter de mi-août, avec des pulls bien chauds quand il fait encore 35 degrés. Donc effectivement, c'est le genre de business model qu'il faut qu'on retourne, qu'il faut qu'on change.
Mais la première des choses, une fois de plus, c'est ma cliente et mon client, c'est qui, quoi. Et juste par des gestes tout simples, tout cons comme ça, je peux vous assurer que ça a complètement changé leur vision de la cliente, du produit qu'ils devaient concevoir. Et du coup, ça a complètement changé tout le processus créatif, véritablement. Et c'est un outil tout con, quoi. Après, il y a effectivement, je pense qu'on va voir la pub de Centrix. Après, il y a des outils qu'on met à la disposition de notre cliente, qui est de réagir sur nos produits, les inviter régulièrement à partager avec elle sur nos produits. Donc voilà. Donc ça, c'est les réseaux sociaux sur lesquels, par exemple, Tape à l'œil est aussi très actif sur le produit, sur la RSE, etc. Comment vous trouvez les informations dans les réseaux sociaux, par exemple? Comment vous arrivez à percevoir qu'est-ce qui peut vous aider dans vos constructions? Ça se passe comment? C'est de l'analyse de mots, de l'analyse d'images? C'est tout simplement la cliente qui vient nous voir et qui nous adresse des messages directement. Et donc forcément derrière, notamment par exemple sur la partie qualité, aussi bien sur la partie qualité produit fini, mais aussi modélisme, on s'attache à répondre à nos clientes quand elles ont des problématiques. Donc forcément sur cette partie-là, on les a. J'ai d'ailleurs ma responsable qualité qui est là et qui pourrait vous le dire. Voilà. C'est d'être très très à l'écoute et de passer du temps, en fait. Maintenant de plus en plus, on passe du temps. Je disais, c'est un investissement en temps, peut-être supérieur à avant, à juste aller écouter, aller regarder, aller voir, aller lire les messages, aller les analyser, c'est ça? C'est du temps d'écoute des clientes? Alors oui, il y a énormément plus de temps d'écoute, je pense, qu'auparavant. Et puis après, il y a aussi l'écoute, mais il va falloir répondre. Parce que si on fait qu'écouter et pas répondre au client au final, c'est encore plus destructeur. Voilà. Ça veut dire qu'il y a davantage de community managers qui sont à l'écoute des clientes et qui répondent et qui peut-être viennent vous voir en vous disant « dis donc, il y a une cliente qui dit ça, qu'est-ce que je dis ?» C'est ça? C'est comme ça que ça se passe? Oui, tout à fait. Et après, justement, c'est comment, derrière, les personnes qui sont en direct avec les clients qui nous sollicitent, comment, derrière, ils vont aller voir les opérationnels du métier pour avoir la bonne réponse. En termes d'analyse, à travers les mails que nous envoient nos clientes ou des réclamations quand il y a demande de réclamation. On s'est doté chez Damar il y a 2 ans maintenant d'un outil d'une start-up autour de Paris, je pense, qui s'appelle Viavou et qui permet de faire de l'analyse sémantique des mots contenus dans les réclamations et puis d'analyser ça, de comprendre pourquoi on a autant de réclamations sur tel type de produit ou tel type de service ou que sais-je encore. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très utile. Par contre, oui, si c'est que pour sortir des tableaux de bord, ça sert à rien. Donc derrière, ça veut dire mettre les différents acteurs de l'entreprise autour de la table pour leur dire bon, et on fait quoi maintenant par rapport à ça? Après, ça, on va dire, on est un peu dans la techno. Après, ce qu'on essaye de développer et qu'on va faire là en novembre, de façon plus massive sur un nouveau magasin, c'est justement de créer dans nos magasins, pour la partie vente en magasin, de créer des espaces où justement on puisse rencontrer les clientes en direct. Leur présenter des collections capsules, leur présenter nos nouveautés, les aider aussi également à les accompagner dans leur acte d'achat. Et le troisième point, là on peut le faire en magasin, le troisième point, on développe aussi pas mal le fait de faire venir la cliente dans nos bureaux. Donc ça suppose, on est en train de faire ça, d'aménager ça boulevard de Fourmis, sur un de nos bâtiments, mais qui justement va permettre de tester des nouvelles collections. On a eu une rencontre il y a peu de temps de mémoire sur la maille, et où on a eu des échanges très très intéressants et qui permettent, comme tu le disais, de revoir un peu le braquet entre ce qu'on imaginait au départ et puis finalement le vrai ressenti ou la vraie perception de nos clientes. Ça veut dire que la cliente, elle revient en amont du processus de collection. Complètement. Elle arrive ou elle vient ou elle revient, je ne sais pas, en amont du processus de collection. C'est ça qui est en train de se passer en fait. Moi, c'est ce que je vois de plus en plus. D'un point de vue technologique, on en a parlé ce matin sur le speech d'ouverture qui était très bien. Je tiens à féliciter les intervenants. Maintenant, il y a du danger, vie privée, analyse. Je rentre dans le magasin, je me sens suivi. Ça, c'est
un des inconvénients. Le parti pris qu'on a pris côté Centric, c'est plutôt de s'attacher à, et c'est ce que je vois chez pas mal de nos clients, à une sorte de sélection de clients qui souhaitent prendre la parole, et qui souhaitent donner leur avis. Et dans ces cas-là, on les dote d'une application toute simple sur leur téléphone qui permet de tester les produits et de faire un retour sur les produits. Alors on voit ça beaucoup dans du sport, on va dire, ou des produits techniques, très techniques, sur lequel vous allez avoir une population de sportifs de haut niveau qui vont tester les produits et qui vont faire un retour sur les skis, sur la combinaison, sur ci, sur ça. Mais c'est aussi complètement adaptable à des activités bien moins périlleuses, entre guillemets. Ok. Alors deuxième question, parce qu'on parle beaucoup de nécessité, de rapidité croissante, de réactivité croissante. Le client veut quelque chose, il faut lui livrer par drone dans l'heure qui suit, où il est dans le monde. Est-ce que ça, c'est un axe, est-ce que c'est un vrai axe de valeur ajoutée? Est-ce qu'il faut courir sans cesse plus vite? Je ne suis pas convaincu personnellement. Si on regarde un petit peu les chiffres, en tout cas en ce qui nous concerne chez Pimki, on est à peu près à 60-70% de ventes sur nos basiques, nos essentiels, nos VIP, on les appelle comme on veut. Ce qui est bien la preuve qu'on a aussi une vocation d'équipement, entre guillemets, même si on est sur une mode généraliste en ce qui nous concerne. Est-ce qu'il faut aller toujours plus vite ou est-ce qu'il faut aller de manière plus intelligente? Je pense que le vrai sujet, c'est d'aller de manière plus intelligente. Et une fois de plus, est-ce qu'il faut se dépêcher tous à livrer une quantité, un monceau de doudounes au mois d'août et de pulls au mois d'août? Est-ce que c'est ça qui est pertinent, avec tout ce que ça implique derrière dans la gestion de l'entreprise, hein, dans la gestion des stocks, dans le BFR, tout ce qu'on connaît? Ou est-ce qu'il faut réfléchir et puis se dire les saisons, selon un adage paysan, il n'y a plus de saison peut-être. Est-ce que c'est toujours pertinent de continuer à être sur des rythmes qu'on connaît, donc qui du coup structurent également tout l'amont, toute la construction de l'amont, avec toute la pression, à mon avis, qu'on connaît tous dans nos entreprises en termes de création de produits sur l'ensemble des métiers, où il faut toujours se dépêcher. On a quand même des mouvements de fond dans la mode aujourd'hui. On a le leasing qui commence à se développer de plus en plus, la location de vêtements qui se développe de plus en plus, des marques qui vont vers la simplicité. Est-ce que trop de choix, enfin le paradoxe du choix, au moment à force d'avoir beaucoup de choix, le client sait plus ce qu'il achète, alors qu'on se rend compte au final que moins on propose, mais sur des produits ou des vêtements qui sont bien faits, qui ont rien à leur vocation première d'habiller et de vêtir, finalement les ventes, ça ne dégrade pas les ventes, voire ça les accélère. Donc le plus vite, à titre personnel, je suis un petit peu sceptique. Il y a des mouvements de mode effectivement qu'il faut savoir suivre ou parfois anticiper, parce que dans quelle mesure on ne pourrait pas être aussi trendsetter, hein. Il y en a marque, soit toujours Zara ou H&M. Peut-être que nous aussi on peut l'être un petit peu, l'ensemble des marques. Après, le toujours plus vite, je ne suis pas convaincu que ce soit la réponse systématique. Le fast fashion, on voit bien, même sur des plans RSE, compliance, que ça commence à être un petit peu quand même bousculé, parce que ça inclut également beaucoup de choses derrière. Et plutôt que fast fashion, moi j'aime bien parler de smart fashion. Alors pour réagir un peu sur le plus vite, je pense qu'on a... Il y a un besoin, en tout cas ça dépend où on est chaque entreprise au niveau de son sourcing, etc. et sa rapidité de développement produit. Moi je vais vous parler entre le moment où on a défini l'offre et le moment où on va l'avoir en magasin, donc il y a toute la partie d'échantillonnage. Je pense que pour certains cas, oui, on a besoin d'aller plus vite, dans le sens, mais pas pour tout, mais dans le sens où pour une partie ça permet aussi de nous engager plus tard. C'est-à-dire qu'en effet, si mon temps de développement est systématiquement de 7 mois, malheureusement, je ne serai jamais capable de réagir. Si jamais j'ai raté un produit, il le faut dans 2 mois dans mon magasin. Donc je pense que sur une partie de nos produits, oui, on a besoin d'aller plus vite. Maintenant, ce n'est pas systématiquement sur la majorité. Donc là, aujourd'hui, chez Tape à l'œil, on essaye quand même aujourd'hui de réduire nos délais de développement produit. Donc ça, c'est un point important. Et c'est vrai qu'une fois que vous décidez de faire ça, on sait que définir un produit, c'est pour aller plus vite, on n'est pas tout seul à courir. C'est qu'on est une équipe avec de multiples acteurs qui passent du designer, de la chef de produit, le fournisseur, le merchandiser, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez courir vite tous ensemble, il faut être bien coordonné, il faut avoir les bonnes informations et tout le monde la même information, d'où j'en reviens un peu à l'outil nécessaire pour pouvoir le faire. Si j'ai une 2 chevaux, je ne peux pas aller beaucoup plus vite et à un moment donné, j'ai besoin d'avoir un peu, peut-être une Porsche, un bon outil qui me permet de le faire. Donc voilà. Ça veut dire que ce n'est pas forcément approvisionner plus vite, c'est décider plus vite? C'est des fois décider plus tard.
Oui, effectivement. Enfin, je rebondis sur ce que je suis d'accord avec toi, Olivier. Et puis c'est un moment d'avoir des vraies convictions produits. Est-ce que je suis sûr que ce produit-là, j'ai envie de le mettre sur le marché en fonction de ma marque, de mon client. Et puis ensuite, le processus de création, développement produit, de validation, de OKProd, tout ce qu'on connaît, il doit se faire d'une manière la plus fluide possible, sachant qu'on doit savoir travailler en mode délégation, confiance, enfin tous les mantras qu'on connaît tous depuis des années, les sujets autour desquels on tourne tous, qui doit valider un OKProd. Enfin, bon. Voilà, quoi. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'à un moment, on a une vraie conviction par rapport à un ADN, par rapport à une cliente. Est-ce que c'est bien ce produit-là que je veux mettre sur le marché à ce moment-là? On y va, quoi. Puis tous les acteurs de l'entreprise et chacun responsable prend ses décisions et fait le job. Dans le marché qui est le nôtre, sur le marché du senior, on n'est pas forcément sur une consommation effrénée, une demande absolue de renouvellement de collection. Mais il n'en reste pas moins que on cherche à avoir de la différenciation par certaines collections, par certaines capsules. Donc on va aller chercher justement cette différenciation auprès de créateurs et d'entreprises de confection qui permettent de faire ça. Là où on met la vitesse, par contre, où on veut de la rapidité, c'est entre l'idée et la réalisation, à ce moment-là. Et ce qui vient bousculer, comme tu le disais, pas mal de schémas organisationnels, méthodologie de projet, etc., où là, au contraire, il faut, à l'intérieur de l'entreprise, faire en sorte qu'on soit capable de travailler très différemment à un moment donné, avec un objectif très précis. On va sortir dans quelques semaines, même pas, une collection capsule pour la deuxième fois avec Chantal Thomas. La décision a été prise il y a quelques longues semaines, mais il n'y a que quelques semaines. Et donc, avec nos équipes industrielles, avec nos équipes de conception, on a réussi à faire ça. C'est un sacré chamboulement, mais qui est sur cette partie-là, avec cet objectif-là. Autre exemple en termes de différenciation, je ne sais pas si vous parliez de la livraison finale en parlant des drones. Non, on n'est pas non plus dans cette course effrénée. Je pense qu'il faudra effectivement, pour d'autres dimensions de RSE, mais se poser la question que quand même les gens qui livrent le dimanche, il y a quelqu'un sur le vélo, etc. Donc quand je parlais de consommateurs responsables, il va falloir aussi que ça gamberge. Maintenant, il y a des vrais besoins. On a fait il y a 3 ans avec une autre start-up du coin qui est Coliweb, la possibilité, parce qu'il faisait très froid cet hiver-là, ça remonte à il y a quelques années. Il avait fait très froid et on avait dit, si vous commandez maintenant un thermolactyle sur Paris intramuros, on vous le livre chez vous ou au bureau dans les 2 heures. Et on a eu Alors, en fait, il n'avait pas fait si froid que ça cet hiver-là. Donc on n'a pas eu le succès escompté, mais quand même, les expériences, ça nous a permis de rôder cette rapidité de l'idée à la réalisation, de travailler avec un écosystème qui n'était pas le nôtre, d'une autre façon de livrer les colis, d'une autre façon de concevoir une demande à un moment donné par un circuit qui est de la demande vente à distance en magasin, donc un truc à l'époque qui était encore un peu bizarroïde. On a beaucoup appris et on est prêt à le recommencer l'hiver prochain ou l'année prochaine. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'entreprises, chacune est unique et différente, différentes stratégies. Oui, on peut aller plus vite, si c'est intéressant pour l'entreprise à ce moment-là. Ce que je constate souvent, c'est que oui, certains de mes clients sont dans une course à la rapidité pour sortir leurs produits le plus vite possible, essayer de gagner quelque part en temps d'exposition du produit en boutique. D'autres, moins fast mais plus smart, quelque part, vont retarder au maximum leurs décisions pour s'engager au minimum, pour finalement éviter d'être des bourrins, comme tu disais, à remplir le magasin avec des produits qui ne sont pas utiles à ce moment-là. Donc, la valeur ajoutée, comment la créer, elle dépend beaucoup du modèle de l'entreprise. Si vous regardez Slow Fashion, et si vous regardez Zara, Fast Fashion, on n'est pas du tout dans les mêmes types de... Les deux existent, les deux ont leur raison d'être. Est-ce qu'il faut pour autant tous devenir des Ortega? Je ne sais pas.
On aimerait bien tous quand même, non? On aimerait bien avoir son porte-monnaie, ouais, peut-être. On aimerait bien être différent, peut-être. Mais je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y a un truc qui est sorti sur la H&M, qui est, en termes d'image, est tellement devant tout le monde, a priori, en termes de RSE. Il y a un truc qui est sorti, alors c'est vrai, c'est pas vrai, qu'ils auraient cramé 20 tonnes de vêtements invendus. Donc bon, même si c'est pas vrai, dans tous les cas, on sait bien qu'il y a un monceau de vêtements qui est inutilisé, jeté chaque année. Enfin, on est dans un délire total, quoi. Et on voit bien en plus qu'on est sur les zones de production, qu'il y a aussi un paquet de vêtements qui sont jetés sur les zones de production. Donc le fast fashion a aussi ses limites. Est-ce que vous pensez qu'il y a une valeur ajoutée morale qui commence à prendre du poids? Ou est-ce que c'est un rêve qu'on a tous, que la responsabilité sociale va permettre aux entreprises de fidéliser ou d'intéresser plus leurs consommateurs? Est-ce que c'est une idée ou est-ce que vous sentez que c'est en train de se traduire dans les actes? Très concrètement, ça se traduit vraiment dans les actes. C'est même plus une discussion, c'est plus une option. C'est indispensable. Il y a des postes qui n'existaient pas il y a 5 ans d'entreprise et qui aujourd'hui sont indispensables. Hein, enfin. Nos collaborateurs nous poussent à ça. Ça, c'est clair, de plus en plus. Les clients nous poussent effectivement à ça. Et ça doit être dans les convictions des entreprises. Enfin, moi, ça me semble complètement incontournable. Oui, c'est vraiment pour moi un mouvement de fond et aujourd'hui, ça devient indispensable. Donc, dans nos structures, on a forcément des personnes responsables de mener cette politique RSE, mais également, je pense que tous les collaborateurs aujourd'hui en ont conscience et en ont envie. C'est eux qui poussent la RSE peut-être, ou pas jusqu'à ce point-là. C'est tout le monde. Tout le monde je vais qui pas le dire, veut collectivement. c'est pas eux, non. J'espère que non, c'est pas eux. Je pense que c'est notre marque ou je veux dire nos différentes marques qui ont envie aussi de le faire parce que on veut vendre un produit à une cliente, mais pas dans n'importe quelle condition. Voilà. Alors maintenant, je voudrais parler du web, du digital, alors là, l'utilisation du mobile. On fait notre shopping à distance de plus en plus. Ça, c'est quoi? C'est une source de coût? C'est une source de valeur ajoutée? Ça dépend? C'est les deux? Comment ça se passe, en fait? Alors, je vais essayer de répondre à ça, mais en même temps, je ne suis pas un grand acheteur par Internet. Ouais. Par mes chaussures de sport, que je vais toujours au même endroit, comme ça, je suis content. De toute façon, c'est indéniable. Oui, c'est une source de business, donc on en a besoin. Donc voilà. Et en plus, ça met normalement le produit à la disposition du client derrière un clic. Admettons un clic. En revanche, c'est vrai que c'est pour moi quelque chose de pas facile à gérer avec la cliente dans le sens où ça peut très vite générer une frustration qu'on n'a pas forcément par exemple en magasin. Vous allez en magasin, il y avait un produit qui devait être là mais qui n'est pas arrivé. C'est pas grave, la cliente le voit pas et il n'y a pas de souci. En revanche, sur Internet, si on repart sur la disponibilité de l'article, si vous voyez apparaître que derrière vous dites non, tout compte fait, celui-là, je ne peux pas l'avoir ou je peux l'avoir dans X temps, ça, c'est une vraie problématique à gérer. Ça dépend vraiment d'où vient la société, l'entreprise au départ. Si c'est une entreprise qui était, comme on a vu dans la région, un bon VPCiste, qui à un moment donné doit se mettre sur le web, c'est des investissements en parallèle, et sur le numérique et sur le papier. Et là, vous avez deux solutions. Vous pouvez vous dire, je tue l'un au profit de l'autre. Ça n'a pas que réussi. Ou vous vous dites, j'essaye de maintenir les deux. Et là, il faut être... ça peut être des sources de coûts, c'est de l'optimisation, c'est de la complexité. Si vous êtes à la base une entreprise qui est pure retail et que vous vous lancez sur le web, c'est une véritable opportunité, très clairement. Par contre, bonjour la découverte et en tant que VPCiste, ex-VPCiste, vous allez découvrir les joies des retours, les joies de la description précise du produit, des tas de choses. Alors bon, maintenant ce temps-là est passé, mais je me souviens encore de discussions avec un gros retailer qui ne comprenait même pas la notion de retour, puisqu'en magasin, les retours c'était 0,x%. Bon.
une simple analyse du taux de retour dans les pays alémaniques comme la Suisse et l'Allemagne montre qu'ils vivent parfaitement avec la vente à distance depuis des années, avec 40 à 50% de taux de retour. Mais ça fait partie du modèle et ça marche très bien. Maintenant, c'est une source de complexité parce que vous expédiez pas un colis comme vous expédiez des cartons en magasin. Vous avez une gestion du stock qui devient extrêmement compliquée parce qu'il faut donner la bonne disponibilité produit sur le site. Maintenant, c'est une formidable opportunité d'aller toucher des tas de gens, d'aller peut-être toucher au-delà de sa cible traditionnelle. Si effectivement il fait 40 degrés fin août, on retire les manches longues et puis on ressort rapidement les pages avec les t-shirts. Enfin, il y a une agilité issue du web qui est formidable et qui ravit autant les bons vieux VPCistes que les purs retailers. Comme la RSE, c'est plus une option, c'est indispensable. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas être uniquement en magasin ou uniquement, sur le web, si, mais ceux qui sont natifs digital. Pour des retailers anciens comme nous, aujourd'hui c'est incontournable, on est obligé bien évidemment d'y aller. Ce qui est intéressant, je trouve que ça nous pousse à revoir nos modèles de fonctionnement, ça nous pousse à revoir nos modèles de distribution. Est-ce que demain un client web, il faut le livrer depuis un dépôt, il faut le livrer depuis un magasin, il faut le livrer depuis un stock déporté ou je ne sais quoi, ou depuis un stock sur nos zones de production? C'est ça en fait qui est intéressant, ça nous pousse effectivement à complètement bouleverser nos modes de fonctionnement. Complètement d'accord, ça apporte aussi une agilité complètement différente dans les équipes. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est la palissade de dire que c'est incontournable, c'est indispensable, et que c'est tout, par contre, ce business multicanal qui est intéressant à construire, parce que ce ne sera pas uniquement le magasin, ce ne sera pas uniquement le web, c'est l'ensemble de ces différents modes de commerce, avec la location de vêtements, avec la communauté qu'on peut créer de nos clientes qui vont s'échanger des vêtements entre elles et qui vont générer autre chose, et peut-être aussi du trafic pour nous quelque part. Mais je pense que c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, et pas uniquement se dire c'est que le retail, ou c'est que le web, ou c'est l'ensemble de ces solutions-là qui va nous, pour le coup, on est au cœur du sujet, qui va nous amener à faire de la création de valeur. Et se dire c'est le web, c'est le retail, après c'est une vision aussi de l'entreprise. La cliente de chez Damar, ce qu'on souhaite demain, c'est qu'elle elle a été animée par un document papier. C'est marrant d'ailleurs, tous ceux qui disaient que le papier était mort, le nombre de retailers ou de pure players qui commencent à nous abreuver dans les boîtes aux lettres de catalogue, c'est intéressant parce que face à un web qui est très rationnel, vous avez à travers le papier toute l'émotion que vous pouvez mettre en scène. Alors qu'en magasin, c'est plus la sensation de l'ambiance, du produit, de la lumière que vous allez avoir. Et donc, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et nos clientes, ce qu'on souhaite, c'est que demain, elles ne nous disent pas moi je suis web, moi je suis magasin. Non, elle va être animée par un document papier. Elle ira voir dans le magasin ah bah ouais, il me va bien, c'est super, mais vous me le livrez chez moi parce que c'est plus pratique et puis j'ai pas envie de trimballer le colis. Donc c'est cette notion, alors tarte à la crème d'omnicanal, mais qui est une réalité et qui, en tout cas, pour que ça puisse être une vraie transparence pour la cliente, demande en back-office un certain niveau de mécanismes bien huilés. Et c'est un de nos 3-4 gros chantiers dans les 2-3 ans à venir. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner à cette cliente la possibilité d'acheter son produit Damar, que ce soit en magasin ou en web. D'un point de vue organisation, derrière, ça demande une mise en place. C'est comme si, quelque part, vous auriez un autre magasin un peu spécifique. Après, ce que je vois aussi, il y a certains clients qui font des collections spécifiques web. Voilà, pour peut-être attirer autre chose, un autre type de... Tester aussi. Des choses, peut-être. Donc voilà, mais c'est une réalité qu'on ne peut négliger, quoi. Aujourd'hui, tout est web. Alors, en termes d'innovation maintenant, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ou qu'est-ce que vous avez repéré? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui va amener de la valeur ajoutée, en fait? À part Centric, bien sûr. Non, mais il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Vous parlez papier tout à l'heure. J'ai des clients qui utilisent nos solutions donc pour gérer toute l'anarchie de la collection. Toutes les données sont bien ordonnées. On sait que c'est ce bon style-là, c'est la bonne version, etc.,
qui impriment des silhouettes, qui découpent les silhouettes, qui prennent des cas d'écho et qui commencent à faire une réunion, je ne sais pas, pour le plan d'assortiment, à sortir les silhouettes, les coller, mettre des échantillons de matière et discuter à 3-4 autour de ça, à dire qu'est-ce qu'on va faire. Et quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit mais on marche sur la tête. On est là, on digitalise leur création et finalement ils impriment, ils découpent, mais vraiment, ils collent. Après ils se mettent des post-it. Pour peu que la planche elle doive changer de bureau, j'ai perdu un post-it. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et du coup, en expérimentant ça, finalement, on a innové dans le sens où aujourd'hui, en travaillant avec Fast Retailing, concrètement, là, c'était à New York, on a digitalisé tout ce process-là pour éviter la période. Alors, si on veut aller plus vite, c'est éviter de découper, etc. Mais surtout pour, quelque part, il y a beaucoup de gens qui collaborent, il y a quelques personnes qui vont prendre des décisions, et derrière, c'est important, quand on appuie sur le bouton, de pouvoir coordonner tout ça. Et c'est vraiment, pour moi, d'un point de vue, nous, ce qu'on fait technologiquement parlant, c'est une nouvelle étape qu'on franchit. C'est le post-it digital. Exactement. D'ailleurs, si vous voulez le tester, vous en avez un là après. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous intéresse beaucoup en ce moment ? 2 sujets. Le premier, c'est autour du vêtement connecté. Damar a voulu toujours allier la notion de bien-être et la notion de mode. On a lancé il y a quelques mois maintenant une start-up qui s'appelle eWear, qui est là-bas de l'autre côté, qui a pour but de justement de commencer à faire un premier proto autour d'un vêtement qui permettrait, en lien avec une application, de pouvoir, à travers des exercices de relaxation, des exercices de zénitude, de s'assurer que justement notre corps est effectivement dans cette situation-là. Donc il y a, avec tout l'écosystème des startups et des labos, notamment autour de Rasanté, donc on travaille sur ce point-là parce que ça fait partie, c'est dans la continuité de ce qui est le fil historique de Damar. Le deuxième point, c'est on vise à être la marque préférée des femmes de plus de 55 ans. Un des points autour de ça, c'est de trouver le bon vêtement qui s'adapte parfaitement à la morphologie de notre cliente. À travers ça, on peut imaginer, et il y a des tas de choses qui sont déjà lancées, mais de pouvoir plus facilement aider pouvoir plus facilement se projeter, peut-être en magasin, sur oui, ce produit-là me va bien, ou oui, il faudrait qu'il soit comme ça. Et là, on est pas encore, c'est pas de la réalité virtuelle, mais pas loin, mais ça pourrait faire partie sur l'aide à l'adéquation de la bonne morphologie du produit par rapport à la cliente, de pouvoir favoriser ça. Olivier ? Alors chez Tape à l'œil, il nous manque encore un acteur à intégrer dans le PLM, c'est notre fournisseur. Et donc à partir de 2018, il va complètement intégrer et participer justement à la partie tout développement du produit. Le deuxième point que je désire travailler sur 2018, c'est le 3D. En fait, l'idée, c'est toujours de pouvoir en fait donner l'opportunité à nos stylistes de très rapidement voir la solution en 3D qu'ils s'imaginent, ce qui nous permet, bien entendu, de gagner du temps, mais aussi de gagner en développement produit. Parce qu'aujourd'hui, on fait énormément d'échantillons, et quand on voit derrière le déchet de ces échantillons, on parle, alors oui, ça part des associations, etc., mais je pense qu'on pourrait les limiter. Donc voilà, je pense qu'on va vraiment réfléchir sur la solution 3D aussi. Bon, l'avantage chez Pimki, c'est qu'on n'a pas de PLM, donc au moins... la question pour moi aujourd'hui, c'est est-ce que, et là je m'excuse d'avance, mais est-ce que le vrai sujet c'est le PLM aujourd'hui ? Est-ce que c'est quid après le PLM ? Moi j'ai un rêve, parce que des fois il faut savoir parler un peu de rêve, il faut aller un peu loin, c'est le développement produit sans échantillon. On parle de réalité virtuelle, mais parlons de réalité augmentée. Mélenchon a fait un hologramme, pourquoi est-ce que nous on n'en fait pas pour développer nos produits ? Je pense que c'est tous ces sujets-là qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à mon avis, vont arriver assez vite.
Et je pense que c'est effectivement c'est là-dessus aujourd'hui, enfin, c'est sur ces sujets-là qu'il faut essayer de se concentrer. Et si on doit parler par exemple d'investissement ou de budget, moi si j'avais un choix à faire demain, c'est effectivement le choix que je ferais sur ce type d'outil-là. Je reste convaincu que ça va aller très vite. La réalité augmentée commence à être très fortement utilisée dans le monde de l'architecture, où ils font plus de maquettes, ils font leur maquette en réalité augmentée. Qu'est-ce qui fait que demain, on ne pourrait pas le faire dans nos métiers? Alors effectivement, il y a la sensibilité matière, il y a le bien-aller du produit, il y a son rendu. Il y a des solutions qui sont présentées ici avec le Domi EVK qui peuvent aussi répondre en partie à ce genre de choses. Mais je pense que pour le coup, c'est intéressant d'aller sur l'étape après, quoi. Il y a aussi une démo là, qui est dans le hall où on peut construire son vêtement en réalité augmentée, qui est une expérimentation, mais ça permet un peu de voir, peut-être d'imaginer des possibles sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions qu'on ne s'est pas posées et qu'on devrait se poser? Il y a des questions? Oui. Bonjour, Grégoire Courdet, Genius Object, donc une petite start-up de Litextile. On a inventé un zip connecté. Et donc je me demandais là sur la nouvelle valeur ajoutée, notamment d'Amar, j'ai vu ce que vous faisiez. On a beaucoup parlé de l'amont, de la prise en compte de la cliente, de répondre en temps précis et tout ça. Comment vous comptez, avec ces nouvelles valeurs ajoutées qui vont arriver sur du vêtement textile intelligent ou des nouvelles fonctionnalités, vous accompagnez vos clientes? Est-ce que c'est de la pédagogie? Est-ce que c'est, voilà, je pense notamment à Damar, ce que j'ai vu, comment vos clientes, avec des choses comme ça qui vont être peut-être un peu techniques, est-ce que déjà c'est une vraie valeur ajoutée? Et comment vous allez accompagner cette création de nouvelles valeurs ajoutées quand on parle de fashion tech? Oui, je suis convaincu que c'est une vraie valeur ajoutée. Après, on va apprendre. C'est-à-dire que là, il est prévu que le produit sorte en avril. On va apprendre à partir de ce moment-là. Je pense qu'avec une première série de 1000 à 2000 produits. Après, sur nos clientes en tant que telles, elles sont d'un certain âge. Mais au travers d'un outil qu'on a mis en place qui s'appelle l'Observatoire des seniors au sein du groupe d'Amartex, l'appétence de cette population, de cette tranche d'âge-là aux nouvelles technologies n'est pas du tout celle qu'on croit dans l'imaginaire. Elles adorent les tablettes. Et puis, allez, celles qui ont 70 ans, il y a 15 ans, elles avaient 55 ans, et je suis sûr qu'elles étaient déjà surfeuses sur des sites à l'époque, type 3 Suisse ou Redoute, donc elles vont être sensibles à ça. C'est moins sur la... après j'arrête, désolé. C'est moins sur effectivement technologie ou pas, c'est comment vous, Damar, vous passez d'un vêtement chauffant, d'un produit, à plus maintenant un service qui va les accompagner. Enfin, comment ces entreprises, vous allez avec cette nouvelle valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a des postes qui se créent? Est-ce qu'il y a des choses chez vous qui évoluent? Alors, c'est pour ça, on n'a pas voulu intégrer, c'est pour ça qu'on a créé, même statutairement, on a créé une entité très particulière qui n'est pas basée chez nous, qui est basée sur Eurasanté, avec 3-4 collaborateurs pour l'instant. Alors, en lien évidemment avec le siège, puisque dans les services centraux, dès que le produit sera prêt à être commercialisé, alors là, je parlais tout à l'heure de nos échanges avec nos clients en magasin, ça va être un formidable levier pour pouvoir justement leur présenter et les accompagner dans les bénéfices de les produits qu'on va développer. Maintenant, très honnêtement, on démarre comme ça, et on verra. C'est-à-dire que si, c'est un POC, si demain on se dit que... Alors, on n'a pas, c'est une bonne question, on n'a pas de directeur du bonheur au travail, on n'a pas de directeur de l'innovation. Mais on a des gens qui œuvrent quotidiennement sur ces idées-là. D'autres questions? Oui, Marie, j'arrive.
dans ce que vous disiez tous, on voit tous qu'on repart de modèles existants en fait, et on essaye de les optimiser et de s'adapter à tout point de vue, que ce soit la chaîne de valeur, la culture, les hommes, l'organisation, la technologie. Du coup, je voulais poser une question, enfin, je ne sais pas si c'est à qui veut, mais si vous quatre, vous aviez à démarrer une entreprise de mode aujourd'hui, il y aurait combien de personnes, quel type de personnes entreprise, quel âge, quel profil et quel type d'outils, quelle organisation, quoi, ça ressemblerait à quoi en fait? Bon, personne ne veut répondre, donc je vais essayer de répondre. Moi, j'ai 2 exemples en tête. Il y a une boîte américaine, je n'ai plus le nom en tête, qui jusqu'à quasiment 100 millions de dollars de chiffre d'affaires n'avait forcément un siège social, mais n'avait pas de bureau en commun. Les 3 créateurs étaient sur 3 pays différents, des équipes qui étaient disséminées chez elles un peu partout. Je ne sais plus quel secteur, mais peut-être que Nicolas, non, c'est pas toi qui me l'avais dit? Pas grave. Donc déjà en termes de modèle d'organisation, je pense que c'est une réponse comme quoi aujourd'hui on peut effectivement créer une entreprise en étant tous aux 4 coins du monde, et ça doit nous interpeller sur notre mode de fonctionnement à nous dans les centrales anciennes, on va dire. Demain, qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir une styliste maillot de bain à Rio ou une styliste denim à Amsterdam, puisqu'aujourd'hui c'est un peu le cœur du denim, et que on la voit pas, elle n'est pas là tous les jours. Donc déjà un mode de fonctionnement assez décentralisé, ça me semble aujourd'hui évident, puis c'est possible en plus. Et le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, et pareil, c'est pas une réponse définitive bien sûr, c'est l'entreprise Stitch Fix aux États-Unis, qui en l'espace, je crois, de 5 ans est passé de 0 à 700 millions de dollars de chiffre d'affaires, partant du principe, donc bien sûr, digital native. Et en fait, le principe de base, si je l'ai bien compris, c'est plus la cliente retourne, moins elle retourne. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'ils envoient un colis, aux clientes avec des vêtements dedans, 10 produits, première fois, elle va en retourner 9, puis elle va en retourner 8, puis elle va en retourner 7. Et tout à l'heure, on parlait de la connaissance de ses clientes. Elle connaît parfaitement ses clientes. Donc je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique, il y a des réponses multiformes. Et je crois qu'il y a surtout aujourd'hui, il y a toujours des business à inventer en fait. Et si on parle du textile, moi je suis toujours surpris par des marques aujourd'hui qui sont sur un modèle classique. Vous prenez Bali Baris, vous prenez le slip français, vous prenez Sœur en femme, qui a commencé par l'adolescente qui va vers la femme. Ce sont des modèles qui sont construits finalement avec nos modèles à nous, mais qui arrivent toujours à inventer quelque chose. Et je trouve que c'est ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut inventer quelque chose de nouveau, soit parce que c'est un business model, soit c'est un mode de fonctionnement, soit c'est quelque chose qui apporte un service particulier au client. Mais dans tous les cas, il y a toujours capacité à inventer quelque chose de nouveau. Et moi, le slip français, par exemple, je trouve ça remarquable. Ils vendent des slips quand même. Bon. Aujourd'hui, c'est fabriqué en France, c'est 80% de ventes avant solde. C'est juste, pour moi, c'est juste exemplaire. Au-delà, peu importe le chiffre qu'ils font pas, c'est pas le sujet. C'est ce qu'on arrive finalement à toujours pouvoir inventer. Moi, je vais rejoindre l'entreprise d'Alain. L'idée, digital native, oui, on peut avoir un styliste à Rio. Là, je pense à un de nos derniers clients en Australie qui s'appelle Redbubble. Je ne sais pas si vous connaissez, qui permet en fait à tout créatif de mettre en ligne ses produits et de le commercialiser autour du monde. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de créatifs, pas nécessairement besoin. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est Marie, c'est ça? Est-ce qu'on veut faire un H&M? Est-ce qu'on va avoir des boutiques à chaque coin de rue? Ou est-ce que, parce que les boutiques sont en train de fermer à droite à gauche, non, on va vouloir fournir un produit Moi, j'ai une morphologie un peu particulière. C'est pas évident de me vêtir partout. Je rêve d'une société qui pourrait me sortir le pantalon qui va m'aller, ou la chemise, ou le... Elle n'est pas loin, Jérôme, elle s'appelle Bouton Noir. Elle est très près d'ici, elle fait du sur-mesure pour hommes. Mais le sur-mesure pour hommes n'est pas toujours... Le résultat n'est pas toujours satisfaisant. Mon expérience avec certaines enseignes de sur-mesure qui vous vendent du rêve. Donc il y a mieux à faire. On peut toujours tous s'améliorer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. La dernière. Oui, bonjour, vous parlez tous de web native, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on annonce partout dans la presse, sur les réseaux sociaux. C'est Amazon qui ouvre des retails, des magasins. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'a priori, tout le monde dit qu'il va bouffer tout le monde, quoi. Donc, quel est votre avis là-dessus?
Bon, je me lance à nouveau. Bon, il y a 3 choses qui m'ont marqué sur Amazon cette année. La première, c'est qu'ils sont devenus transitaires maritimes en Chine, donc ils peuvent transporter pour leur compte. La deuxième, c'est que, bon, ça on l'a tous vu, hein, ils ont développé un brevet pour une usine automatique. Et je crois qu'on a le représentant ici de Software Automation, une boîte américaine qui fait effectivement des tables automatiques qui font les t-shirts toutes seules. Et le troisième sujet, c'est en train de développer une styliste basée sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, on peut se dire que tout le processus créatif, production, livraison, ils peuvent le faire sans personne. Donc on peut effectivement se dire, ils vont tous nous bouffer. Et en même temps, pour reprendre une expression fameuse, le sujet, est-ce que c'est de rattraper Amazon ou est-ce que le sujet, c'est de faire différent ? Et moi, je crois que le sujet pour nous aujourd'hui, quelles que soient les enseignes, enfin tous les enseignes qui sommes là, c'est pas de rattraper Zara, de toute façon on ne pourra pas. C'est pas de rattraper H&M ou d'Amazon ou Alibaba demain qui va arriver aussi. C'est de faire différent et c'est de trouver notre propre identité. J'en reviens toujours à un peu ce mantra et ce basique métier, c'est que dès l'instant où on sera fort sur notre ADN, sur notre cliente, Amazon, ok, mais so what? Et je reprends l'exemple du slip français parce que j'en ai parlé il y a quelques temps avec des gens qui bossent avec eux. Le slip français, par exemple, ils sont très dragués par Amazon pour vendre sur Amazon. Et ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce que malgré le chiffre d'affaires exponentiel que ça pourrait représenter pour eux, mais ils veulent conserver leur ADN, ils veulent conserver la relation particulière et très proche qu'ils ont su créer avec leurs clientes, avec leurs clients et leurs clientes maintenant, parce qu'ils développent la femme. Et au final, d'ailleurs, ils sont bien comme ça. Et c'est pas forcément la recherche systématique de toujours plus de chiffres, plus de chiffres, plus de chiffres. Par contre, c'est un chiffre qui est bien construit, qui est bien fait, qui sort un résultat. Et je pense qu'Amazon, il ne faut pas en avoir peur, faut savoir, faut connaître leurs forces. On le sait, ils sont gros, ok, ils sont gros, super. Effectivement, mais il ne faut pas en avoir peur, il faut se dire, utilisons à la rigueur ce qu'ils ont su développer en l'adaptant chez nous, en trouvant d'autres modèles et puis surtout en étant différents. C'est être différent et puis et pas vouloir les copier parce que ça commence à devenir un peu impossible. Après, je pense, on disait tout à l'heure, nos salariés sont très demandeurs de sens, de RSE dans l'entreprise. Je pense que ce que je disais aussi, je pense que les consommateurs, à un moment donné, est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Donc, c'est sûr que c'est très pratique, ils sont très forts. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme modèle après-demain, quand il n'y aura plus qu'un seul distributeur de bouquins en France? Bon, est-ce que c'est ça qu'on veut? Donc après, c'est aussi la responsabilité de chaque consommateur de faire ses choix. Merci beaucoup, on vous applaudit. Alors, juste avant le scoop, la valeur ajoutée, est-ce que l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup, qu'est-ce que ça fait précisément et comment ça peut amener de la valeur ajoutée? Donc, ils ont 5 minutes, pas plus, et après, c'est le scoop numéro 1. Bonjour à tout le monde, je suis Marco de Evo Pricing. Est-ce qu'on peut avoir la présentation, pardon? Non. Ok. Alors, pour trouver les valeurs ajoutées, pour améliorer la rentabilité, il faut trouver où il y a le gaspillage. Et dans le retail, il y a beaucoup de gaspillage. On peut passer à la prochaine. OK. Le gaspillage dans le retail s'est généré surtout parce que quand les clients ils vont au magasin, s'ils ne trouvent pas des articles qu'ils vont acheter, s'ils ne trouvent pas sa taille, il y a beaucoup de gaspillage parce qu'ils ne vont pas acheter et vous laisser de l'argent sur la table dans cette occasion. Si vous faites des réductions de prix et vous les faites parce que vous avez peur de ne pas vendre ce que vous avez produit en trop, et vous n'arrivez pas à les vendre et vous réduisez trop les prix, vous perdez de l'argent. Et il y a beaucoup de gaspillage que vous pouvez transformer en rentabilité. Vous pouvez passer à la prochaine. Merci.
Qu'est-ce qu'on nous fait? On va utiliser l'intelligence artificielle pour faire une estime de la probabilité de vente de chacun article. Et nous, on fait ça avec des données qu'on prend de la boîte. Normalement, on prend les données des ventes passées, mais ça, ce n'est pas suffisant. Et pour améliorer ça, on va utiliser aussi des données qui sont externes. On va utiliser des données qui vont prédire mieux la demande réelle, pas la demande passée. Et on va contrôler quels sont les prix des concurrents. On va utiliser la météo. On va utiliser la géographie, la position des magasins pour comprendre ça. Mais pour être encore plus précis, on va utiliser aussi des données qu'on va collecter du personnel qui est dans les magasins. Et nous, chaque lundi matin, on fait une proposition à tous les magasins des articles qu'il faut avoir pour vendre cette semaine. On a tout calculé avec nos algorithmes, mais le personnel qui s'occupe de la vente, il peut comprendre mieux si un article va vendre ou pas, et il va refuser ou demander un autre article. Nous, on va collecter ces données dans 1000 magasins, par exemple, par un notre client, et toutes ces données, ils vont former une intelligence collective qu'on va utiliser dans l'algorithme avec les autres données qu'on utilise. Avec ça, on peut être extrêmement précis avec notre prévision. Et quand on a une prévision très précise, on peut aller à la prochaine. Merci. Quand on a une prévision qui est très précise, on peut prendre des décisions très facilement et très vite sur les prix des articles. On peut prendre des décisions sur quand faire des promotions et quand pas faire des promotions pour ne pas perdre de l'argent. On peut prendre des décisions sur quel article il faut avoir dans les magasins tous les jours ou toutes les semaines, et pas en plus, mais avoir ce que vous allez vendre réellement. Et on peut faire des prévisions pour la production ou pour l'achat, comme ça on peut se préparer mieux à la saison. Et toutes ces choses-là, on va les mesurer, parce que normalement, quand on fait des promotions, on ne va pas mesurer vraiment qu'est-ce qui se passe. Si on va mesurer ça, on peut changer très vite et on peut améliorer. Et les algorithmes, ils vont toujours donner quelque chose que c'est la chose plus juste pour ce moment. Vous pouvez passer à la prochaine? Merci. Alors, nous, on est une start-up qui est née il y a 4 ans. On a 2 bureaux, un à Londres, où je suis, et un autre en Italie, à Turin. On travaille beaucoup avec des académies, on fait beaucoup de recherches. On a travaillé avec Insight pour faire de la recherche. Giuseppe, mon collègue, il a passé 3 mois pour son PhD ici à Insight. On travaille avec London Business School, SSP, Harvard, l'Université de Turin. On est 22 personnes. On est en train de grandir beaucoup et on s'occupe des retail et des data science pour le retail. Merci. Si vous avez des questions. Non. OK. Alors, Marco est installé en face, vous pouvez aller lui parler.